Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2021. Merci d'être avec nous en direct et ce malgré le contexte un peu particulier. Alors c'est une soirée particulière qui se déroule chaque année le mardi soir puisque c'est une soirée dédiée aux associations de patients atteints de maladies neurologiques et neurodégénératives. Avant de démarrer notre conférence, je vais laisser la parole à la présidente de l'association France Alzheimer Haute-Garonne, Madame Ginette Arias, qui va vous dire quelques mots au sujet de cette soirée. Oui. Donc, comme je vous disais, cette soirée est traditionnellement réservée durant la semaine du cerveau aux associations de patients concernés par une maladie du cerveau. Et je remercie le collectif, les pilotes de cette semaine qui ont œuvré avec acharnement pour en faire une réussite sur une formule inhabituelle, je dirais. Inhabituel puisque généralement les associations sont rassemblées à l'Hôtel-Dieu pour cette soirée. Vous avez vu quelques associations représentées sur votre écran. Sachez que c'est un tout petit nombre des associations qui représentent, qui défendent les pathologies du cerveau. À Toulouse, je crois qu'il y en a près de 30 qui défendent chacune une pathologie. Vous pourrez retrouver leurs coordonnées si vous n'êtes pas concerné par celles qui ce soir sont affichées à la communauté municipale de santé qui rassemble toutes les associations concernées, les associations de santé et plus particulièrement les associations concernées par une maladie du cerveau. N'hésitez pas donc à vous rapprocher si vous êtes concerné par une pathologie autre que celle représentée ce soir à travers cet écran, de consulter auprès de la communauté municipale de santé l'association qui pourra vous aider si vous êtes concerné. Voilà, cette soirée est un peu particulière, mais je remercie quand même encore une fois tous les pilotes de cette soirée, les intervenants qui vont poursuivre qui vont nous apporter leur savoir et c'est toujours enrichissant. C'est une soirée toujours enrichissante et qui nous apporte souvent des informations nouvelles et je les en remercie au nom de toutes les associations. Sachez que chaque association pour lesquelles les slides ont défilé peuvent être consultés. Même en cette période, nos activités sont toujours aussi vivantes d'une manière un peu plus restreinte et plus, je dirais, plus technique, puisque nous communiquons surtout par téléphone ou visioconférence, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des associations, de l'association qui pourrait vous concerner à titre personnel ou familial. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Arias. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à nos intervenants. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir quatre médecins neurologues du CHU de Toulouse qui vont venir nous présenter leurs travaux. Je vais laisser la place maintenant donc au professeur Jérémy Pariente qui va vous toucher de mots sur OPS et puis ensuite on laissera la place aux autres intervenants. Merci Laure. Bonjour à tous. Moi, je suis absolument ravi d'être présent ce soir. Donc, je ferai plus tard une petite intervention sur la maladie d'Alzheimer, mais tout d'abord, je veux vraiment remercier et puis souligner l'importance que c'est le lien qu'il y a entre les différents services de neurologie ou de médecine ou de gériatrie qui sont au CHU, mais également dans les secteurs libéraux de Toulouse, les familles, les patients et puis les associations représentées ici par Mme Arias. Ce lien avec les associations est pour nous extrêmement important. C'est un lien qui est solide depuis de nombreuses années. C'est des équipes qui ont été construites entre nous tous et qui permettent de prendre en charge au mieux les patients, les familles et aussi de promouvoir l'information, ce qui est le cas ce soir, et puis la recherche qui nous tient bien sûr à cœur et dont on va parler ce jour. Cette soirée, elle est bien sûr organisée par les organisateurs locaux de la Semaine du Cerveau.
Vous avez entendu Laure Saint-Aubert ici en particulier. Cette soirée, elle est organisée également par l'Institut des handicaps neurologiques, psychiatriques et sensoriels, qui s'appelle l'Institut OPS. C'est un institut du CHU de Toulouse qui a pour but de promouvoir et de valoriser la recherche des pathologies neurologiques, psychiatriques et sensorielles de manière transdisciplinaire et d'éviter de faire des partages et des barrières entre la neurologie et la psychiatrie en particulier, entre la neurologie, l'ORL et l'ophtalmo également. Et donc l'idée, c'est de promouvoir cette recherche transdisciplinaire qui va de l'adulte à l'enfant, de la neurologie à la psychiatrie, et qui a vraiment l'idée de rompre des barrières et de travailler de manière collégiale sur ces thématiques de recherche en particulier de ces pathologies neurodéveloppementales, lésions cérébrales focales et pathologies neurodégénératives. Donc il y a une très grande communauté dans l'histoire de cette OPS qui est maintenant qui a 6 ans et qui a beaucoup travaillé, qui a récolté beaucoup d'argent, qui a promu beaucoup de projets de recherche, en particulier jusqu'à il y a quelques années avec Déborah Méligne, qui continue à être très investie dans cet institut, et à présent Laurence Jass, qui est notre chef de projet et qui est très sollicité par les uns et les autres pour promouvoir cette recherche en neurosciences qui porte ses fruits au CHU de Toulouse, et on en est très fiers. Et donc c'est sous cette houlette de OPS que cette soirée des associations s'est organisée en partenariat avec toutes les associations et Madame Marias. Donc on va laisser place aux différents intervenants, et en particulier le professeur Jean-Marc Olivot. Ça fait avancer les diapos. Bonsoir. Nous allons... Très bien, bah parfait. Donc je vais vous parler un petit peu de ma sous-spécialité qui est celle des accidents vasculaires cérébraux et comment maintenant le développement de l'imagerie cérébrale nous permet de voir en temps réel la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral afin de tenter de proposer une médecine de plus en plus adaptée à cette physiopathologie. Donc, vous savez que l'infarctus cérébral est la première cause de handicap acquis. Elle complique l'occlusion d'une artère cérébrale. Et depuis 2015, on a un nouveau traitement qui consiste un petit peu comme le font les cardiologues depuis une vingtaine d'années, à aller chercher les caillots à l'intérieur des artères, donc à l'intérieur des artères du cerveau. On arrive à les déboucher dans 90% des cas et 50% des patients récupèrent une autonomie complète. Bref, on pourrait considérer en termes neurologiques qu'ils sont guéris 3 mois après le traitement. En résumé, l'accident vasculaire cérébral correspond le plus souvent à un caillot qui s'est formé, un caillot de sang qui s'est formé soit dans le cœur, en particulier au décours d'un épisode d'arythmie cardiaque qu'on appelle la fibrillation auriculaire, maladie relativement fréquente, il faut penser à bien surveiller son pouls, ou alors complique une plaque d'athérosclérose qui peut se développer sur les axes allant du cœur jusqu'au cerveau. Globalement, ce caillot va venir se loger. Ah, d'accord, ok. J'espère que vous voyez la flèche. Donc, ce caillot donc va venir, parce que je l'ai pas là, va venir donc boucher. Eh ben, je l'ai plus. C'est pas grave. Je l'ai plus. Où qu'est-il? Elle est là. Joup, on la garde ici. Tac. Voilà, donc ce caillot va venir boucher l'artère cérébrale. En aval, ben, c'est malheureusement les apports en oxygène qui s'effondrent. Donc une partie de cette lésion cérébrale va être, une partie du cerveau va donc être détruite. Et malheureusement, ça, c'est responsable d'un déficit persistant. Mais par le biais de ce système d'artères de suppléance, on peut avoir un peu de sang qui arrive encore en aval de cette occlusion vasculaire. Et si les neurones ne fonctionnent plus, ça veut dire qu'il y a encore un déficit neurologique. Si jamais on arrive à déboucher l'artère le plus rapidement possible, et ben, ces neurones vont survivre et donc le patient va récupérer. De manière encore plus schématique, vous pouvez voir donc soit l'artère reste occluse et à ce moment-là, la taille de l'AVC final sera celui de la zone initiale de nécrose, la zone en bleu ici. Et si malheureusement l'artère n'est pas débouchée, ben, les systèmes de suppléance vont malheureusement peu à peu s'essouffler et l'AVC va s'étendre et donc le déficit neurologique sera plus important.
Quand un patient arrive avec des symptômes d'accidents vasculaires cérébraux, je vous les rappelle, un trouble brutal du langage, un trouble brutal de la motricité, un trouble brutal de la sensibilité, trouble de vision d'un œil, le patient va devoir passer une imagerie cérébrale. Cette imagerie cérébrale, l'examen de base, c'est un scanner qui permet de voir grosso modo l'occlusion du vaisseau et s'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie. Mais maintenant, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, on peut voir la zone de nécrose qui apparaît, elle est là en rose sur ce cliché, et la zone de pénombre qui peut se calculer par la différence entre ces deux régions. C'est-à-dire là, c'est l'ensemble de la lésion en aval de l'occlusion, et ce qui n'est pas rose, en fait, c'est de la pénombre. Donc ça veut dire c'est qu'il y a probablement beaucoup de tissus à sauver. Quand on ne sélectionne pas les patients, quand on fait juste un scanner cérébral et qu'on voit si l'artère est bouchée, bien, on peut traiter avec une réelle efficacité jusqu'à 6-7 heures après le début des symptômes, mais on voit que cette efficacité diminue avec le délai entre le moment où les symptômes ont débuté et le moment où on arrive à déboucher l'artère, c'est-à-dire qu'on passe de taux de 60-70% à des taux à 20-30%. Si par contre on regarde et on fait une imagerie multimodale, en fait, on va s'apercevoir que finalement la réponse à la revascularisation, elle est hétérogène. Et elle est hétérogène parce que malheureusement, nous ne sommes pas égaux face à la maladie. Certains patients ont un bon réseau de suppléance et dans ce cas-là, ils vont avoir, comme l'image la plus à gauche sur cette diapositive, je l'ai perdue. Bon, ah ben si, maintenant elle est là. Non, je l'ai retrouvée. Une petite zone de nécrose et une bonne une région étendue que l'on pourra sauver. Mais dans certains cas, tout est perdu. Et quand tout est perdu, il n'est pas certain que le fait d'aller déboucher l'artère améliore le patient. On est plutôt même, on expose peut-être à certains risques. Inversement, ce dont on s'est aperçu, c'est que les patients qui ont ce profil avec une petite zone de nécrose et une zone de tissu à sauver relativement étendue peuvent bénéficier de ce traitement dans des délais beaucoup plus longs que les 6 heures que l'on a vues précédemment sur des patients sélectionnés avec un scanner. En fait, ils peuvent bénéficier de ce traitement jusqu'à 24 heures et même peut-être encore plus. Donc ça veut dire que si quelqu'un se réveille avec une hémiplégie, généralement on ne connaît pas l'heure de début et donc si on applique une heure de début théorique qui est souvent l'heure du coucher, ces patients ne seraient pas éligibles à un traitement. Mais grâce à cette imagerie, les patients qui ont encore du tissu à sauver peuvent bénéficier, dans le vrai sens de bénéficier, c'est-à-dire tirer un bénéfice, récupérer fonctionnellement de leur déficit. Inversement, chez les patients qui n'ont pas de pénombre, on s'aperçoit qui n'ont pas ce tissu à sauver, on s'aperçoit que d'une part le traitement est beaucoup moins efficace et que finalement leur pronostic de récupération est moins bon si on leur débouche l'artère que si on la laisse boucher, probablement du fait qu'on réapporte un flux sanguin à l'intérieur d'un tissu qui est mort et on expose ces patients à un risque d'hémorragie cérébrale qui ne fait qu'aggraver la situation. Ça, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on applique au quotidien dans les unités de neurovasculaires quand on reçoit les patients qui ont un AVC en urgence, mais bientôt il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, qui sont là. La première, c'est d'utiliser cette imagerie pour identifier les patients chez qui on va pouvoir proposer pendant la durée du transfert, c'est-à-dire dans l'ambulance, parce que maintenant on peut faire des scanners dans les ambulances, ou alors on peut faire des scanners dans des hôpitaux où le patient est emmené mais qui ne sont pas dotés de capacité de déboucher les artères. Donc on peut voir ces patients qui ont du tissu à sauver et pendant le transfert, leur administrer des traitements qui vont maintenir, en fait, préserver le tissu en zone de pénombre, cette zone qui peut être sauvée. Donc, on peut leur donner de l'oxygène à forte concentration, ça marche sur les tout petits parcours, mais il y a d'autres drogues qui sont actuellement en train d'être développées pour améliorer les apports en oxygène dans la zone du tissu cérébral. Par ailleurs, ces patients sont également les patients idéaux pour tester de nouveaux traitements qui vont améliorer l'efficacité du traitement endovasculaire parce que ce sont ceux chez qui l'effet d'une meilleure revascularisation se traduit cliniquement. Alors qu'inversement, ceux chez qui il n'y a rien à sauver, on n'a pas vraiment de bénéfice à renforcer l'effet de la revascularisation. Donc ça, c'est des projets qu'on mène dans différents centres, en France, d'ailleurs à Toulouse. On a plusieurs études qui vont démarrer là-dessus. Et enfin, ce qu'on peut essayer aussi, c'est chez ce même type de patient,
vu qu'on peut arriver à accéder à la zone en aval de l'occlusion par le biais des artères collatérales qu'on a vues tout à l'heure, administrer des produits qui vont protéger les neurones contre les effets de la revascularisation. Quand on débouche une artère, parfois, ça emmène aussi une cascade de réactions, en particulier de l'inflammation. Et là, pareil, on va bientôt débuter des traitements qui vont améliorer, réduire les conséquences néfastes de cette revascularisation pour tenter de passer d'un taux de 50% de récupération neurologique chez des patients qui sont débouchés à des taux supérieurs et donc à améliorer l'efficacité du traitement. En conclusion, c'est pas parce que quand on a un bon profil, on peut toujours bénéficier d'un traitement qu'il ne faut pas se précipiter vers le 15 dès qu'on a un signe d'AVC, parce que malheureusement, la prévalence de cette zone de tissu à sauver diminue avec le temps, et le plus tôt vous serez traité, le mieux ce sera. Donc ça, c'est le message essentiel. L'AVC, c'est une urgence. Le numéro à faire, c'est le 15. Et surtout, si vous sentez un problème, un déficit neurologique ou quoi que ce soit qui puisse évoquer un AVC, appelez le 15, n'allez pas vous recoucher, si ça s'améliore pas malheureusement, vous avez perdu des chances de récupération. Malgré tout, inversement, si quelqu'un est retrouvé hémiplégique ou si quelqu'un de votre famille est retrouvé hémiplégique au réveil, ce n'est pas une fatalité, on peut encore proposer des traitements qui marchent. Et il y a de nouvelles stratégies thérapeutiques qui arrivent, qui vont peut-être tenter justement de préserver la pénombre ischémique avant de déboucher l'artère et de diminuer les conséquences néfastes de la revascularisation pour améliorer à nouveau vos chances de récupération. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie encore pour cette invitation. Bonne soirée. Merci. Je pense qu'on va pouvoir passer peut-être à la prochaine présentation. Hop, j'ai le plaisir de passer le micro maintenant à Pascal Santas, neurologue également au CHU. Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation. Donc, moi, je suis le docteur Pascal Santas, je m'occupe des centres sur la SLA et des maladies neuromusculaires sur le CHU de Toulouse. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit topo un petit peu rapide sur les actualités thérapeutiques dans la SLA. Alors, la SLA, c'est une maladie du neurone moteur et en fait, elle atteint deux types de neurones moteurs, hein, puisque la voie motrice chez l'homme est formée à la fois de ce qu'on appelle les neurones moteurs centraux et les neurones moteurs périphériques. Le neurone moteur central qui vient du cortex cérébral jusqu'au niveau de la moelle et ensuite le neurone moteur périphérique de la moelle ou du tronc cérébral vers les muscles et qui va être à l'origine en fait d'une atrophie au niveau de la langue, ce qu'on appelle l'atrophie bulbaire, ou au niveau des membres. Alors c'est une maladie neurodégénérative qui fait partie du grand cadre des maladies rares, mais pas si rare que ça, puisque vous voyez qu'on estime qu'il y a entre 8000 et 9000 patients infectés actuellement en France. Elle est liée donc à cette dégénérescence progressive de la voie motrice, à la fois des neurones moteurs centraux et périphériques, avec une altération progressive d'un grand nombre de fonctions, à la fois les fonctions motrices, mais également respiratoires, nutritionnelles, les capacités de communication et qui vont relever de traitements spécifiques. Alors, c'est une maladie très hétérogène puisque souvent on met en avant la médiane de survie dans le cadre de la SLA qui est estimée à 36 mois, mais vous voyez qu'il existe une grande disparité avec 20% de patients qui peuvent vivre plus de 10 ans avec cette pathologie. Alors, les progrès récents, en fait, vont faire écho à des actualités, puisque vous entendez tous parler des ARN messagers actuellement dans les vaccins contre la Covid. Alors, je me suis permis de remettre une petite diapositive sur l'ARN messager voilà, avec une petite flèche. Donc l'ARN messager, qu'est-ce que c'est, hein? En fait, c'est le messager entre l'ADN et la fabrication des protéines, c'est-à-dire que il est issu en fait d'une transcription de l'ADN avec ces ARN messagers qui vont arriver dans le cytoplasme et permettre la fabrication de la protéine. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que les grandes avancées en fait dans le domaine de la SLA ont été surtout d'identifier que la SLA fait partie de ce qu'on appelle les protéinopathies, c'est-à-dire les maladies liées à des dépôts protéiques. Alors,
la SLA reste malgré tout une pathologie d'origine très variable et quand on est un petit peu spécialisé dans le domaine, on parle de plusieurs pathologies un petit peu différentes. Il y a des formes, ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire que l'on retrouve dans la population sans notion d'hérédité et pour lesquelles on commence à avoir un certain nombre d'arguments en faveur de susceptibilité génétique, du rôle de l'environnement, du rôle de l'exercice physique. Et puis, on a un certain nombre de formes génétiques qui vont donner des tableaux relativement équivalents, mais qui peuvent être liés à des gènes différents, SOD1, C9, ORF72. Et la particularité, c'est que finalement, bien que les origines soient différentes, les mutations des gènes soient différentes, on va retrouver un tableau clinique qui est assez superposable d'un patient à l'autre. Et le dénominateur commun, c'est que dans 90% des cas de SLA, on retrouve à l'intérieur des neurones des inclusions de protéines qui sont les mêmes protéines pour l'ensemble de ces formes, TDP43 et SOD1. Et maintenant, donc, la physiopathologie de la SLA commence à être bien démembrée, c'est-à-dire que on a compris maintenant qu'il existait un problème au niveau du métabolisme de ces fameux ARN messagers, métabolisme qui ne se fait pas très bien en raison de perturbations de protéines régulatrices. La protéine qui est formée par ces ARN messagers va être malplicaturée et s'agréger et former des dépôts. Et c'est ces dépôts qui, en contrepartie, vont de nouveau modifier le métabolisme des ARN et modifier toute une série de structures, les mitochondries, toute la microglie, et expliquer l'ensemble des éléments qui étaient un petit peu séparés les uns des autres dans la physiopathologie jusqu'à présent de la SLA. Le deuxième point par rapport à ces protéines, c'est que ces fameuses protéines mal conformées, donc je vais essayer de, voilà, mal conformées, vont avoir la particularité en fait de venir s'agréger à l'intérieur de la cellule, mais surtout de pouvoir disséminer d'une cellule à l'autre sur un mode prion. Le prion, c'est ce que l'on avait observé dans les maladies de Creutzfeldt-Jakob et qui permet en fait d'expliquer la possibilité d'ensemencer de cellule en cellule, de neurone en neurone, la cellule adjacente, induisant à son tour au niveau de cette cellule des problèmes au niveau des ARN messagers et donc une physiopathologie qui va se pérenniser et s'amplifier petit à petit. Donc de là, en fait, sont arrivées les premières thérapeutiques, c'est-à-dire que l'idée est de dire, très bien, on a une protéine anormale qui va s'agréger, il va falloir essayer de bloquer la synthèse de cette protéine, et c'est l'arrivée des oligonucléotides antisens, ou alors on va essayer d'augmenter l'élimination de ces protéines anormales, et on va en reparler, c'est le recyclage d'un certain nombre de médicaments. Donc la grosse révolution que l'on a actuellement, c'est l'arrivée de ce premier traitement, alors qui est pour l'instant réservé aux formes qui sont liées aux mutations SOD1, qui fait partie, donc comme je vous disais tout à l'heure, de ces protéines anormalement agrégées. Chez les patients qui présentent une mutation SOD1, on a essayé d'appliquer un petit oligonucléotide antisens qui a pour but en fait de venir bloquer la translation de ces ARN messagers et éviter la fabrication de cette protéine qui s'agrège de façon anormale. Et donc, dans cet essai qui a un petit peu révolutionné notre pratique et nos façons de voir les choses, on voit très bien que l'administration de cet oligonucléotide antisens va diminuer de façon importante la quantité de protéines SOD à l'intérieur de la cellule. Et puis que lorsqu'on prenait la population globale, alors c'est sur une période très courte, de 85 jours, l'impression d'un impact positif. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsqu'on va regarder les patients qui ont les formes les plus rapides, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était très, très variable, c'est-à-dire qu'on enlève les patients qui spontanément sont relativement stables, eh bien, cette fois-ci, on observe un effet thérapeutique tout à fait net, puisque vous voyez en orange, donc j'arrive pas à mettre la flèche, mais en orange, les patients sous traitement qui sont relativement stabilisés sur un score qu'on appelle la LSFRS, qui est le score de suivi habituel de nos patients, alors que les patients qui n'ont pas de traitement, c'est ce qu'on appelle les déclineurs rapides, vont avoir une aggravation très très rapide de leur fonction. Et donc, sur la foi de cet essai, donc il y a des éléments de confirmation qui sont en cours, mais plusieurs molécules sont en développement avec certains autres oligonucléotides antisens qui ciblent cette fameuse protéine SOD1, mais on a aussi les essais qui ont débuté sur les protéines C9 ORF72,
On a un autre essai qui est assez intéressant, qui est sur l'ataxine, qui en fait est une coprotéine qui sert à agréger une protéine qu'on retrouve dans 90% qui s'appelle le TDP43. Et donc, une piste thérapeutique qui a ouvert beaucoup de nouvelles propositions thérapeutiques qui ne sont pas uniquement destinées aux patients avec une mutation. Alors, la deuxième attitude thérapeutique, c'est d'essayer d'améliorer la dégradation des protéines anormales. Et donc là, l'idée va être d'essayer de booster un petit peu les dispositifs à l'intérieur de la cellule qui sont là normalement pour éliminer ces protéines anormales, qu'il s'agisse du protéasome ou de l'autophagosome. Et donc là, dans ce domaine-là, on va pas mal recycler. C'est-à-dire que, en particulier avec des techniques d'intelligence artificielle, on va essayer de screener toute une série de molécules d'ores et déjà disponibles dans les banques de médicaments et d'essayer de voir si elles ne permettent pas d'avoir une action sur ces diverses composants. Et donc, un des premiers traitements qui semble montrer un intérêt potentiel dans cette action, c'est l'arimoclolol, qui est un vieux médicament. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a aussi la colchicine qui est actuellement en cours et qui a semblé sur un essai de phase 2 montrer un ralentissement et probablement que des combinaisons de ces traitements pourraient être intéressantes. Donc, même si du point de vue des patients, on l'entend, hein, les progrès vont malgré tout toujours très lentement, il y a eu de notre point de vue une vraie révolution dans la compréhension de la pathologie et puis surtout dans la compréhension de nouveaux mécanismes thérapeutiques par les ARN interférents et les oligonucléotides antisens. Donc, les développements seront probablement vers des thérapeutiques qui vont combiner plusieurs mécanismes d'action et qui sont centrés sur ce qu'on appelle l'homéostasie protéique, c'est-à-dire d'essayer de rompre ce problème d'agrégation protéique. Je vous remercie. Alors, on a une question qui est revenue, je vais me permettre de vous la retranscrire, puis après on va enchaîner. Vous parlez des facteurs génétiques, environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les facteurs environnementaux? Il y a notamment une question qui est venue concernant peut-être une comorbidité avec des problèmes, tout ce qui peut être le microbiote. Est-ce que vous savez s'il y a des travaux sur SLA et microbiote ou dysbiose intestinale, ce genre de... Alors, c'est des choses qui sont un petit peu en cours. Alors, il y avait deux questions en fait. Donc, la première question sur l'environnement, on commence à avoir des pistes de compréhension en fait sur l'origine environnementale et on sait qu'il y a certains gènes de susceptibilité qui vont venir perturber les ARN messagers. Le problème de l'environnement, c'est que c'est probablement des expositions 10, 20, 30 ou 40 ans avant le début de la maladie qui vont créer cette susceptibilité. Le microbiote, ça c'est un autre problème difficile sur lequel il y a beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'on dispose d'un certain nombre de données essentiellement chez la souris, on commence à se poser un certain nombre de questions chez l'homme. Il y a beaucoup d'engouement pour cette approche, pour l'instant on a peu de confirmation. Les données chez la souris, je me permets de le rappeler à chaque fois aux patients, ont montré qu'il y avait éventuellement un intérêt d'agir sur le microbiote lorsque les souris étaient en période néonatale, c'est-à-dire avant qu'elles commencent à développer la pathologie. Donc, est-ce que lorsqu'on a commencé à développer la pathologie, il y a un quelconque intérêt? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, il y a des recherches en cours, mais voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la prochaine intervention et puis on refera un tour des questions. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'on va avancer un petit peu. Donc, je laisse maintenant la parole à Anne Pavie-Le Traon, neurologue également au CHU. Bonsoir à tous et merci aux organisatrices de nous avoir invités à faire ce topo sur les maladies neurologiques. Alors moi, je vais vous parler d'une maladie rare qui s'appelle l'atrophie multisystématisée et pour laquelle on est centre de référence à Toulouse et Bordeaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'atrophie multisystématisée? C'est une maladie neurodégénérative proche de la maladie de Parkinson, mais plus grave, plus rapidement évolutive, puisque environ en 4-5 ans, les patients sont en fauteuil roulant. C'est une maladie rare, une maladie de l'adulte, avec un pic diagnostique entre 50 et 60 ans. Ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie sporadique et qui va associer, comme vous voyez sur cette diapositive, à la fois des signes moteurs qui ressemblent à la maladie de Parkinson, avec une rigidité, une difficulté à se mouvoir, des troubles de l'équilibre, de la posture,
et aussi des troubles de fonctionnement, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, avec des troubles urinaires, sexuels, de régulation de la pression artérielle. Ensuite, ces troubles vont s'aggraver avec des troubles de la déglutition, de la voix, puis des complications, notamment avec des fausses routes en fin de vie. Alors, à quoi est due cette maladie? En fait, ces symptômes sont en relation avec une atrophie dans différentes zones du cerveau, en particulier l'atrophie de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, qui sont atteints comme dans la maladie de Parkinson, entraînant des troubles de la motricité, de la posture. Vous voyez au milieu une zone qui s'appelle le cervelet, dont l'atrophie va entraîner des troubles de l'équilibre et de la coordination. Et puis il y a aussi des petits centres en rouge là, qui sont des centres de la commande centrale du système nerveux végétatif, celui qui s'occupe, ou autonome, celui qui s'occupe sans qu'on s'en rende compte, de la motricité digestive, urinaire, de la pression artérielle, etc. Toutes ces zones vont s'atrophier dans le cerveau. Alors pourquoi? Ne soyez pas effrayés par cette figure. En fait, Pascal Satin s'est déjà un petit peu présenté les mécanismes impliquant des protéines. Alors ici, qu'est-ce qui se passe dans cette pathologie? Il y a initialement une accumulation, une agrégation anormale d'une protéine qui est normalement dans l'organisme, qui s'appelle l'alpha-synucléine, dont la structure va être modifiée. Elle va s'agréger au sein d'une cellule qu'on appelle l'oligodendrocyte, il est ici, qui est une cellule support des neurones. Du fait de cette accumulation, cet oligodendrocyte va moins bien fonctionner, ce qui va entraîner une dégénérescence des neurones. Cette alpha-synucléine va aussi s'agréger de façon anormale dans le neurone. Ceci va être associé à un processus de neuroinflammation, et tout ça conduit à la dégénérescence des neurones, à leur mort et à la perte de fonction dans les différentes zones de cerveau que je vous ai citées précédemment. Alors, on va dire comment lutter contre la progression de la maladie. Et c'est d'abord d'essayer d'empêcher ou de limiter les processus qui entraînent la mort des neurones. Et les différentes pistes thérapeutiques, c'est bien sûr, vous avez vu qu'au départ, il y a une accumulation de cette alpha-synucléine. Donc, le principe, c'est d'abord de limiter son agrégation anormale, ici, soit en diminuant sa production, soit en favorisant son élimination ou en empêchant son agrégation anormale. Puis après, c'est aussi protéger les neurones en diminuant l'inflammation locale, en diminuant le stress oxydatif, les antioxydants, ou en donnant aux neurones des facteurs de croissance. Alors bien sûr, quand il s'agit de nouvelles molécules, des études sont en préalable nécessaires chez la souris et on utilise pour ça un modèle murin d'atrophie multisystématisée qui permet d'évaluer d'abord chez l'animal les molécules. Alors bien sûr, avant de mettre au point des nouvelles molécules, on essaye d'abord de voir si certaines molécules déjà connues, c'est plus simple à utiliser, pourraient pas être susceptibles de faire leur mécanisme d'action, de ralentir l'évolution de la pathologie. Alors on a essayé comme ça différentes molécules, l'hormone de croissance, ou des antiparkinsoniens, des antidépresseurs, ou des molécules qui diminuent l'inflammation comme des antibiotiques, mais tous les essais qui ont été faits contre placebo, c'est-à-dire en testant la molécule contre placebo, c'est-à-dire comme si donnait de l'eau et du sucre, sont négatifs, avec des évaluations qui étaient surtout des évaluations cliniques. Heureusement, il y a de nouvelles pistes qui sont intéressantes. Alors, je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est de limiter la formation de ces agrégats d'alpha-synucléine. Alors, grâce à un consortium européen entre institutionnels et industriels, différentes molécules ont pu être testées dans un modèle de souris et on a pu voir que des molécules étaient intéressantes, des molécules qui diminuaient la formation anormale de cette protéine ou limitaient son agrégation, ou, on va le voir, en vaccinant, si je peux dire, le patient contre l'alpha-synucléine. Je vais en reparler. Ce processus qui augmentait l'élimination naturelle de l'alpha-synucléine n'était pas positif chez la souris. Donc maintenant, on est passé de la souris à l'homme et il y a eu donc chez les patients des essais d'immunothérapie sur lesquels je vais revenir et d'autres essais
sont maintenant en cours chez une nouvelle molécule qui était aussi limite l'agrégation chez volontaires sains ou chez les patients parkinsoniens, parce que parallèlement à ce qui se passe dans l'atrophie mustématisée, dans la maladie de Parkinson, il y a aussi une accumulation anormale de cette protéine, l'alpha-synucléine. Donc, je vous parlais d'immunothérapie, de vaccination. Donc, on en parle beaucoup en ce moment. Un des moyens, c'est d'en fait injecter une structure, un peptide qui ressemble à l'alpha-synucléine pour entraîner la sécrétion d'anticorps contre l'alpha-synucléine qui est toxique et qui s'agrège de façon anormale. Donc, il y a un essai qui a été fait ici entre Bordeaux et Toulouse et qui a montré que ceci était bien supporté et on pouvait détecter chez des anticorps chez les patients qui ont été testés pour un décomposé. On n'a pas de recul encore pour voir l'effet à long terme sur le clinique. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle l'immunothérapie passive. Là aussi, vous connaissez, on en parle beaucoup, les anticorps monoclonés, c'est-à-dire on fabrique artificiellement les anticorps qui reconnaissent cette alpha-synucléine toxique. On les injecte pour qu'ensuite ils puissent se lier à l'alpha-synucléine. Ici, on a un problème avec la flèche. Ici, j'ai retrouvé. Et favoriser ainsi son élimination. Alors, l'atrophie mustématisée, c'est une maladie rare, mais qui a l'avantage de bénéficier des essais menés dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie voisine de l'atrophie mustématisée. Et bien sûr, des études sont à plus long terme nécessaires pour évaluer vraiment ces effets neuroprotecteurs. Alors, Pascal Synthèse vous en a déjà aussi parlé. Pour limiter la production d'alpha-synucléine, l'autre moyen, c'est de bloquer sa production en agissant au niveau de l'ARN messager. On nous a parlé, c'est-à-dire ces fameux oniconucléotides antisens qui vont se lier ici à l'ARN messager et qui vont empêcher la translation et la fabrication de la protéine, ce qui va empêcher bien sûr après son accumulation dans l'oligodendrocyte et la mort neuronale. Alors, il y a en ce moment une première étude de phase 1, c'est-à-dire première administration chez l'homme, de sécurité et de tolérance chez des patients AMS pour évaluer ce procédé. L'autre chose qui a été utilisée, c'est la thérapie cellulaire. Alors, vous savez qu'on peut, en prenant des cellules du tissu adipeux, fabriquer des cellules souches, qu'on appelle les cellules souches mésenchymateuses, et après les injecter pour favoriser le développement des cellules. Alors, ici, ça a été utilisé surtout, ça a été utilisé en raison de l'effet sécrétoire de cellules, c'est-à-dire qu'on a utilisé ces cellules souches mésenchymateuses qu'on prélève dans du tissu adipeux, qu'on cultive, si je puis dire, et quand il y en a un grand nombre, on les injecte ensuite chez le patient, parce que ces cellules sécrètent un facteur de croissance nerveuse qui va permettre de protéger les neurones. Ici, bien sûr, ça n'a pas été injecté directement dans le cerveau, mais c'est injecté ici par voie intrathecale, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière. Et là aussi, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis avec des effets intéressants, puisque vous voyez ici, ça c'est l'évolution de la gravité clinique de la maladie avec le temps. Ici, vous voyez en rouge les populations contrôle, c'est sans qu'on fasse rien, et ici les patients. Et vous voyez que les patients qui ont été injectés, c'est un petit nombre, s'aggravent moins bien. Donc, c'est une piste qui paraît intéressante, avec peu d'effets secondaires sérieux, en dehors un peu de douleur de dos et de jambes, avec un dosage plus élevé. Et chez ces patients, avec une dose suffisante, on a pu observer aussi, dans leur liquide céphalorachidien, du facteur de croissance. Après, une autre piste, et il y a une étude en ce moment en cours, c'est de protéger les neurones en essayant de diminuer le stress oxydatif. Là, c'est un protocole, une nouvelle molécule qui, en fait, va inhiber une enzyme qui s'appelle la myéloperoxydase. En fait, cette enzyme, on suppose qu'elle est trop active dans l'atrophie mustématisée et qu'elle provoque des composants de stress oxydatif, tout le monde connaît les radicaux libres stress oxydatif, qui vont abîmer les neurones. Donc en inhibant cette enzyme, on peut ainsi protéger les neurones. Donc là aussi, c'est une étude internationale
qui est en cours, où là aussi, comme c'est un premier essai dans cette pathologie, c'est d'abord une étude de sécurité, de tolérance chez les patients. Or, je vous ai parlé des essais dans l'AMS, et jusqu'à maintenant, les essais étaient surtout basés sur l'évaluation clinique des patients, qui est quand même très sujet aussi aux investigateurs qui examinent les patients. Donc, ce qu'on essaie aussi maintenant, c'est de disposer d'outils plus précis d'évolution de la maladie, avec des marqueurs soit biologiques, en dosant des marqueurs sanguins ou des marqueurs dans le liquide céphalorachidien, ou des marqueurs d'imagerie. Et c'est un protocole qui est aussi en cours, qui se fait grâce au CIC, qui nous aide beaucoup dans ces protocoles de recherche clinique, pour voir un petit peu l'évolution de façon plus précise avec des marqueurs objectifs de la maladie. Bien sûr, on cherche à améliorer l'évolution de la maladie, mais il ne faut pas oublier qu'on essaye aussi d'améliorer la prise en charge des symptômes. En particulier, il y a des protocoles en cours pour améliorer les chutes de tension qu'on a chez ces patients. On essaye aussi, si possible, d'améliorer la prise en charge globale et la qualité de vie, avec par exemple une intervention régulière auprès du couple patient-aidant, en support avec l'association Aramise, pour essayer de mieux vivre cette maladie difficile. Pardon. Donc, on voit quand même que depuis quelques années, on a maintenant plusieurs pistes pour limiter la progression de la maladie, soit en limitant l'agrégation anormale de la protéine, soit en protégeant les neurones. On a de la chance de bénéficier des recherches qui sont dans la maladie Parkinson, qui est une maladie beaucoup plus fréquente, dont on bénéficie de plus grands essais, j'allais dire. Et tout ceci ne peut se faire que grâce à un travail collaboratif au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Juste une question et puis on va enchaîner. Vous parlez justement du recouvrement entre l'AMS et les Parkinson. Comment se passe le diagnostic des patients, sachant qu'en plus c'est pas une maladie génétique, vous avez dit. Donc en fait, un patient qui vient avec les premiers symptômes, combien de temps avant de poser un diagnostic assez certain? C'est une bonne question parce que parfois le diagnostic au début de la maladie est difficile. Et on ne sait pas trop si ça va être une maladie de Parkinson, j'allais dire classique, qui a comme une évolution bien moins grave, ou une atrophie stématisée. Alors il y a chez le patient ce qu'on appelle des drapeaux rouges, c'est-à-dire que s'il y a des signes que par exemple une dysfonction du système nerveux autonome importante en début de maladie de Parkinson, ou s'il y a des troubles de la posture ou de l'équilibre qui apparaissent très tôt, voilà, on dit bon, c'est peut-être pas une maladie Parkinson idiopathique. Et justement, on essaie pour essayer de améliorer ce diagnostic, de développer des marqueurs d'imagerie cérébrale en particulier, pour différencier Parkinson et atrophie stématisée, où il y a une atrophie stématisée qu'il n'y a pas dans la maladie de Parkinson, et aussi des marqueurs biologiques, notamment on a de grands espoirs sur les marqueurs du liquide céphalorachidien, pour essayer de distinguer les deux pathologies. C'est des choses qui sont encore en train d'évoluer. Et les marqueurs sanguins, il y en a ou pas du tout? Marqueurs sanguins, peu. Oui. Très bien. Bon, on va passer à la prochaine présentation et puis on reprendra les questions qu'on n'a pas pu traiter à la fin. Merci beaucoup. Et donc, j'appelle maintenant le professeur Pariente, que vous avez déjà vu, qui va vous parler de maladie d'Alzheimer. Bonsoir. Je vais vous donc présenter quelques idées un peu du futur, comme mes collègues, sur les innovations à attendre dans le cadre de cette maladie d'Alzheimer. Et donc, la plupart des protocoles dont je vais parler sont des protocoles qui ont eu lieu dans le pôle neurosciences et grâce au soutien de l'Institut HOPS, et avec un partenariat étroit avec le centre d'investigation clinique et l'unité INSERM tonique dans laquelle nous trouvons ce soir. Donc, la question que je pose, c'est peut-on encore espérer un traitement efficace dans la maladie d'Alzheimer? S'il n'y avait pas un peu d'espoir, on ne serait pas tous là ce soir. Mais c'est sûr qu'il y a eu depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années de très nombreuses déconvenues, des espoirs qui n'ont pas été suivis de résultats probants. Et je me tourne vers Mme Arias qui a suivi avec nous toutes ces histoires de près. Mais notre dynamisme, notre collaboration, notre espoir n'est pas entamé. Et nous restons sur le pont motivés malgré certains éléments que je vais pouvoir discuter avec vous. Donc, ce travail et ces travaux qui ont été faits, en particulier dans notre équipe, sont
la collaboration aussi avec tous les neurologues que j'ai listés là et qui ont grandi progressivement l'équipe de neurologie cognitive du département de neurologie. Alors, je voudrais quand même rappeler que le diagnostic de maladie d'Alzheimer, et ça reprend finalement la question qui a été formulée à l'instant, c'est un diagnostic qui reste compliqué. On parle beaucoup de cette maladie, on a l'impression que le diagnostic est facile et peut se faire à l'issue d'une consultation unique. Et en fait, pour être précis, et cette précision est absolument indispensable quand on nous pose une question, on nous pose des questions précises quand les patients viennent nous voir ou les familles nous posent des questions, et c'est encore plus important d'être précis quand on veut inclure un patient dans un essai thérapeutique. Et bien sûr, il faut s'habituer à cette précision quand on voudra proposer des traitements innovants à ces patients. Et donc, cette démarche diagnostique, c'est une démarche qui est précise, qui est rigoureuse, qui est compliquée pour tout le monde, et en particulier pour les patients qui subissent parfois ces examens, et qui comprend une première ligne qui est une ligne clinique, qui est l'examen clinique du neurologue ou du gériatre, avec une évaluation neuropsychologique qui est faite par la neuropsychologue, l'orthophoniste, parfois l'infirmière également, donc cette première ligne clinique. Il y a une deuxième ligne qui est une ligne indispensable, comme recommandé par la Haute Autorité de Santé, qui est une imagerie structurale et qui est une IRM. Aujourd'hui, le scanner a plus sa place dans le diagnostic de ces maladies-là. Et donc c'est la deuxième ligne, parfois associée au PET scan que j'ai mis ici entre parenthèses. La troisième ligne, qui est un élément indispensable pour rentrer dans les essais thérapeutiques, c'est la ligne de mettre en évidence un biomarqueur spécifique de la protéine amyloïde. C'est la ponction lombaire en France et puis dans d'autres pays en Europe, le PET scan spécifique de l'amyloïde et parfois en quatrième ligne la génétique. C'est-à-dire que le diagnostic de cette maladie d'Alzheimer nécessite, pour être précis, une évaluation médicale, une évaluation neuropsychologique, une IRM cérébrale et le plus souvent une ponction lombaire avec l'étude du liquide cérébrospinal, ce qui nécessite globalement une première consultation, une hospitalisation traditionnelle ou une hospitalisation de jour, puis une deuxième consultation. Et donc on compte un bilan diagnostique qui va durer environ 2-3 mois. Et donc il est illusoire et surtout faux de faire penser aux patients et aux familles que ce diagnostic peut se faire à une consultation unique. Donc ici, cette précision demande du temps, demande de l'énergie, demande pour les médecins la capacité de compiler des données cliniques, des données d'imagerie, des données biologiques, parfois des données génétiques, ce que nous sommes maintenant rompus à faire. C'est que grâce à ça qu'on est capable de faire avancer un diagnostic précis et de mettre les patients adéquats dans les essais thérapeutiques. Autrement, on peut à la fois faire prendre des risques à des patients qui ne sont pas licites parce qu'ils n'ont pas une maladie telle que celle qui est attendue, et à la fois on fait perdre du temps à tout le monde, et en particulier aux patients et aux familles. Alors, c'est une histoire très compliquée, celle des critères du diagnostic de la maladie, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais globalement, la plupart des essais thérapeutiques sont des essais qui visent à diminuer la protéine qui paraît être la plus nocive dans cette maladie, qui est la protéine amyloïde, qui est ici la protéine A, comme amyloïde et aussi comme Alzheimer, cette protéine A. Et donc arriver à déterminer que le patient qui va rentrer dans cette thérapeutique a bien une amyloïdopathie et donc A+ sur cette classification. Et donc pour prouver que les gens sont A+, il faut leur faire soit un PET scan qu'on peut faire dans le cadre des protocoles, soit une ponction lombaire qui permet de quantifier cette protéine amyloïde. Donc on est ici contraint dans les essais anti-amyloïdes, d'être sûr que les patients ont effectivement de l'amyloïde. Ça paraît assez évident, de dire qu'on ne va pas donner un traitement anti-amyloïde à des patients qui n'ont pas d'amyloïde, mais c'est quand même ce qu'on a fait jusqu'aux années 2012-2013 et qui ont probablement été une des raisons pour lesquelles certains essais ont été négatifs. Donc aujourd'hui, depuis pas très longtemps, depuis 7-8 ans, et pour rentrer dans un essai thérapeutique, il faut absolument prouver que les patients sont A+, c'est-à-dire ont de l'amyloïde dans leur cerveau, et c'est grâce à ces outils que l'on maîtrise, qui permettent de poser ce diagnostic-là de manière précise. Et donc, à nouveau, des explorations qui sont relativement sophistiquées. Donc, une fois qu'on a déterminé que ces patients étaient A+, et donc avaient effectivement de manière biologique cette maladie d'Alzheimer, eh bien, on peut proposer des médicaments dont le but essentiel ou principal dans les essais thérapeutiques est de diminuer cette protéine amyloïde et ainsi d'essayer de restaurer un fonctionnement neuronal. C'est en tout cas l'idée derrière. Alors, je voudrais, avant de rentrer dans le détail des essais thérapeutiques et des nouveautés de ces derniers mois, je voudrais juste rappeler qu'on a encore sur le marché en France des médicaments qui sont les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et la mémantine. Ces médicaments
restent sur le marché mais ne sont plus remboursés depuis le 31 août 2018. Tous les gens qui connaissent cette maladie sont très familiers avec cette histoire, cette polémique dans laquelle je ne veux pas rentrer, mais dans laquelle les équipes de neurologie, de gériatrie ont fait un recours auprès du Conseil d'État pour essayer d'infléchir la politique gouvernementale de déremboursement, car on a des preuves sur l'efficacité de ces traitements. Ces preuves se sont accumulées avec les années, et je prends ici comme exemple cette revue anglaise extrêmement dure avec ces médicaments d'habitude, montre qu'il y a dans cette méta-analyse un effet qui reste positif des médicaments anticholinésterasiques en particulier. Donc on est dans une situation qui est complète, ces médicaments sont sur le marché mais ne sont plus remboursés. Ça coûte environ une 50aine d'euros par an. Et pour certains patients, dans des cas spécifiques, on est amené encore à proposer ce médicament alors qu'il n'est plus remboursé. Donc on est dans une situation qui est extrêmement délicate, bien sûr, parce que l'accès à ce traitement dépend des revenus du patient, de sa famille. Donc on est dans une difficulté. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler à ce sujet-là, mais il y a quand même des preuves qui se sont accumulées que ces médicaments sont efficaces pour certains patients de manière modérée et que je pense qu'il y a eu une erreur dans le jugement gouvernemental dans le déremboursement de ces médicaments. Alors, probablement, ce que je vais vous montrer ici, c'est le point le plus important. C'est une revue qui est faite chaque année par Jeffrey Cummins, qui est un des leaders mondiaux sur la surveillance, en tout cas, des essais thérapeutiques de cette maladie d'Alzheimer. Et ce que je vais vous montrer, c'est la revue qu'il a faite dans l'été 2020, montrant les différents médicaments qui sont à l'essai actuellement dans le cadre de cette maladie d'Alzheimer. Et je pense qu'il faut voir ce graphique avec un œil très positif. Chaque petit rond ou carré représente un essai thérapeutique qui est en cours, et plus on s'approche du centre de ce cercle, plus le développement des essais est avancé. Et donc vous voyez que dans le cercle final, il y a 25 essais qui sont à des stades relativement avancés. Et donc cette diapositive ici est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir puisque d'une part, il y a un nombre important de médicaments qui sont en cours de développement, mais également puisqu'il y a différentes cibles thérapeutiques qui sont proposées dans cette revue. Il y a des modificateurs pathologiques sur la biologie, il y a des petites molécules, il y a des médicaments qui visent à diminuer les symptômes chez les patients, et il y a une place très importante, et en tout cas dans le développement de protéines anti-amyloïdes, qui sont ici tout ce qui est marqué en rouge, et ce que je voudrais détailler en quelques minutes. Donc beaucoup d'essais, beaucoup d'investissements de beaucoup d'équipes académiques, industrielles, beaucoup d'investissements des équipes cliniques et beaucoup d'investissements des patients, des familles, des associations, pour qu'il y ait des équipes qui se forment pour arriver à mettre des patients dans les études, faire avancer cette recherche et essayer de trouver des solutions. Et donc, vous voyez quand même, il y a beaucoup de recherches. Alors, pour un peu illustrer certains aspects de cette recherche, je vous montre cette étude qui a été faite il y a maintenant une dizaine d'années, mais qui reste une étude qui est importante, qui montre qu'on est capable, et on sait qu'on est capable, de diminuer le taux de protéines amyloïdes dans le cerveau des patients avec des médicaments qui sont des anticorps monoclonales, comme vient de l'évoquer Anne Paville-Traon par exemple. Ce sont une injection par voie sous-cutanée ou intraveineuse d'un composé pharmacologique qui est un anticorps contre la protéine amyloïde. Et le but, c'est de diminuer la charge amyloïde dans le cerveau des patients. Alors, je vous montre cette image ici. C'est assez facile à comprendre. Vous avez ici, c'est un patient, et puis ici, c'est un deuxième patient. Vous avez ici un patient qui va rentrer dans un essai, et tout ce qui est rouge ici correspond à la protéine amyloïde que ce patient a dans le cerveau. Il va recevoir pendant 78 semaines un placebo, et vous voyez que 78 semaines après, eh bien, la charge amyloïde a un tout petit peu augmenté, il y a un peu plus de rouge dans le cerveau de ce patient. Patient numéro 2, il rentre dans l'étude, il a un peu d'amyloïde, et après 78 semaines, la protéine amyloïde a un petit peu augmenté, c'est l'évolution naturelle de cette pathologie. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on donne un médicament et plus un placebo au patient? Ce que je vous montre ici. Vous avez ici, au départ, ce patient qui a, donc en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc ici, donc en haut à gauche, vous avez un patient qui commence l'étude avec beaucoup d'amyloïdes dans le cerveau, et
78 semaines après, vous voyez que la charge amyloïde a diminué. Et l'autre patient ici qui commence sa maladie, l'essai thérapeutique avec de l'amyloïde, 78 semaines après, il a quasiment plus d'amyloïde dans le cerveau, il n'y a plus de rouge. On peut dire que c'est presque un lavage de cerveau. Hein, dans l'impression qu'ici, il y a un effet très important et qu'on est capable, on était capable déjà en 2010 de diminuer la charge amyloïde. Le problème, c'est qu'en diminuant la charge amyloïde chez ces patients, on n'est pas capable d'améliorer leurs symptômes. Il est bien évident que si on est très satisfait de pouvoir enlever la protéine amyloïde dans le cerveau des patients, on prouve que ce concept marche. L'étape d'après, c'est d'arriver à montrer que ça améliore la vie des patients, la vie des aidants, retarder l'institutionnalisation, augmenter la vie, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, dans ces études-là, on n'a montré que l'effet de cette preuve de concept. Alors ici, dans les études qui ont été publiées par la suite, on n'a montré aucun effet clinique de cette diminution de la protéine amyloïde dans le cerveau des patients. Ces articles jusqu'en 2014 qui étaient tout à fait négatifs. Et puis il y a un nouveau médicament qui est sorti, qui est apparu, qui s'appelle aducanumab, dont on suit tous avec beaucoup d'attention le développement ces dernières années, ces derniers mois et ces dernières semaines, puisque c'est le seul médicament aducanumab, qui est un anticorps monoclonal qui est injecté par voie intraveineuse, qui a montré bien sûr la baisse de la protéine amyloïde dans le cerveau des patients. Je ne vais pas vous redétailler, mais vous voyez ici à des fortes doses, les patients ont beaucoup d'amyloïde au départ et à la fin, c'est les images en bas, il y a plus d'amyloïde dans le cerveau des patients. Donc on a l'impression que ce lavage de cerveau continue à être effectif, mais également ce médicament permet d'améliorer les symptômes chez les patients. Et là, il y a une très grande controverse sur laquelle je ne veux pas rentrer, puisque cette étude a été débutée avec un enthousiasme très important, a été interrompue en mars 2019 parce que c'était pas efficace. Puis finalement, en octobre 2019, on a montré, après avoir retravaillé les données, qu'il y avait en fait une efficacité. Et actuellement, il y a un débat sur savoir est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que ça l'est pas. Quoi qu'il en soit, le laboratoire Biogen a fait une demande de mise sur le marché de cette molécule, donc, qui est toujours porteuse d'espoir, bien sûr, sur le marché américain et aussi plus récemment sur le marché européen. Et donc, le processus de validation par les instances, en particulier l'Agence européenne de médicaments, dont on entend beaucoup parler actuellement, ben ce processus est en cours. Et il est possible que l'on ait accès à ce médicament dans les prochains mois, dans un cadre particulier qui serait une autorisation temporaire d'utilisation. Donc c'est le médicament actuellement le plus abouti. Il y a plein d'autres pistes de médicaments similaires, et en particulier celui dont on a beaucoup entendu parler depuis quelques semaines, parce qu'il y a eu un essai qui a été très positif, qui s'appelle le donanemab, qui est également un médicament anti-amyloïde qui semble être efficace à la fois sur le plan clinique et à la fois sur le plan de l'amyloïde. Et vous voyez ici une réduction sur les doses les plus importantes de la protéine amyloïde dans le cerveau des patients. Et donc c'est un médicament qui semble avancer un peu plus vite que les autres et qui est également très porteur d'espoir. Donc on a toute une série de médicaments, en particulier anti-amyloïdes, qui progressivement font leur chemin et passent des étapes et commencent à être intéressants, et on espère qu'ils seront sur le marché rapidement et qu'ils pourront être prescrits aux patients qui souffrent de ces maladies à des stades extrêmement débutants, parce que tous ces médicaments sont testés chez des patients à des stades super débutants de la maladie. Il faut aussi penser que ces médicaments, s'ils sont efficaces, ils ont des effets indésirables qui sont des effets importants, c'est-à-dire œdème intracérébral, hémorragie intracérébrale, qui nécessitent une surveillance extrêmement rapprochée en termes d'IRM pour éviter la survenue d'événements qui soient cliniques. Donc ici, il faut bien avoir en tête que tous ces médicaments, s'ils sont intéressants, s'ils sont porteurs d'espoir, c'est aussi des médicaments qui sont compliqués à administrer, qui se font par voie intraveineuse tous les mois et qui nécessitent une surveillance extrêmement rapprochée, en particulier sur le plan de l'IRM. Une autre piste ici, c'est de traiter la maladie avant qu'elle arrive, avant qu'elle commence, donc de traiter les patients à des formes présymptomatiques. Donc, j'ai pas le temps de raconter cette histoire, mais il y a pour les formes très très rares qui sont les maladies d'Alzheimer génétiques, ça va un petit peu dans le sens de ce que décrivait Pascal Sintas tout à l'heure. Eh bien, on est capable, avec en particulier le traitement qui s'appelle gantenerumab, de prévenir l'évolution de certains marqueurs nocifs de la maladie d'Alzheimer en traitant des patients qui ont des formes génétiques des années, c'est-à-dire 15 ans ou 20 ans avant le début des symptômes. Mais ici, c'est une histoire très très spécifique pour des familles qui sont très rares, mais aussi on prouve le concept qu'on est capable de mettre en place des essais de prévention de cette maladie à des stades présymptomatiques.
Et puis, beaucoup de gens se sont posés la question de savoir si l'amyloïde était une bonne cible ou une mauvaise cible, comme il y a eu beaucoup, presque 20 ans maintenant, de développement de traitements anti-amyloïdes sans médicaments sur le marché. Eh bien, il y a eu des réflexions alternatives, et donc il y a eu différents tentatives et qui sont actuellement en cours de plus cibler la protéine amyloïde qui est anormale, mais d'autres protéines, en particulier la protéine Tau, avec quelques essais qui sont en cours, qui sont pour l'instant toujours dans des phases très préliminaires, mais dont on suit également l'évolution, et peut-être qu'un jour il faudra combiner différentes approches. La dernière histoire qui est importante, c'est une histoire d'autres cibles thérapeutiques. Donc on a parlé de la cible thérapeutique anti-amyloïde, la cible thérapeutique anti-Tau. Il y a aussi un vent de recherche sur les cibles thérapeutiques inflammatoires avec différentes options. On a développé au CHU et avec le CIC un essai anti-inflammatoire avec un médicament qui s'appelle le neflamapimod. L'essai est presque fini actuellement. Et puis, il y a d'autres médicaments, et je pense ici à l'étude Alector, qui joue sur une protéine anormale qui s'appelle TREM2, qui est une protéine pro-inflammatoire, qui serait pour le coup bénéfique. Donc ici, c'est de booster cette protéine TREM2, donc une étude qui va également débuter dans notre centre, donc sur d'autres pistes. Donc ici, l'idée, c'est de dire, oui, il faut avoir de l'espoir, mais il faut faire attention de ne pas s'emballer chaque fois qu'il y a une publication, parce que souvent, entre la publication positive et puis la mise sur le marché, il y a parfois beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie et parfois de la déception. Mais je pense que l'aspect le plus positif, c'est pas tant le nombre d'études qui est en cours que les différentes voies qui sont explorées, différents mécanismes qui sont combattus pour essayer de diminuer les symptômes cognitifs et psychocomportementaux et la dépendance dans le cadre de cette maladie. Voilà, je vous remercie. Je repasse la main à Laure. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Donc, il y a plusieurs questions. Merci à tous ceux qui les posent. J'en profite juste une petite parenthèse. Si vous avez des questions spécifiques pour les associations de patients, sachez qu'il y en a plusieurs qui sont connectés avec nous et qui se feront un plaisir de vous répondre. Si on n'a pas le temps de les traiter ce soir, bien sûr, on leur transmettra vos questions et éventuellement, on vous mettra en lien avec eux. Pour revenir sur la présentation sur la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs questions, notamment une question qui concernait justement le fameux amyloïde positif ou négatif. Est-ce que les patients qui sont dits amyloïdes négatifs sur les biomarqueurs, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont vraiment pas concernés par la maladie d'Alzheimer? Alors, il y a plusieurs biomarqueurs qui sont testés. Globalement, dans la immense majorité des cas, s'il n'y a pas de protéine amyloïde anormale à la ponction lombaire et s'il n'y a pas de protéine anormale ou s'il n'y a pas de protéine anormale au PET scan amyloïde, on peut, disons, exclure le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas malades. Non. Ça veut dire qu'il faut évoquer des diagnostics alternatifs dans lesquels il y a toute une série de diagnostics qui peuvent être liés à d'autres protéines anormales qui sont les protéines alpha-synucléine, les protéines Tau, les protéines TDP43 et d'autres pathologies qui sont non neurodégénératives, les pathologies inflammatoires du système nerveux central. Donc, être amyloïde négatif, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien et que c'est juste un petit coup de mou psychique. C'est qu'il y a derrière d'autres pathologies qu'il faut investiguer. Et notre équipe a développé un savoir-faire sur ces maladies neurologiques plus rares, qui sont les dégénérescences frontotemporales, les syndromes cortico-basaux, les paralysies supranucléaires progressives, les aphasies primaires progressives, donc toutes des maladies dont on parle moins, mais qui sont en fait, pour nos services de neurologie, des patients qu'on voit assez fréquemment, que des maladies neurodégénératives amyloïdes négatives. Merci. Il y a une autre question un peu plus générale sur les facteurs de risque qui sont identifiés actuellement pour la maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez parlé de la génétique, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des facteurs de risque vraiment identifiés qui mettent particulièrement à risque la population pour une maladie d'Alzheimer? Donc, dans les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque génétiques dont on a parlé. Il y a 3 niveaux de risque génétique dans la maladie d'Alzheimer. Il y a les familles dans lesquelles il n'y a aucune histoire. Il y a les familles dans lesquelles il y a des histoires de survenue tardive, qui sont des facteurs liés à la lipoprotéine E le plus souvent. Puis
d'autres facteurs qui sont développés, et puis des maladies dans lesquelles il y a des familles qui ont des maladies avant 65 ans, nombreuses, et donc là, c'est des formes autosomiques dominantes, donc c'est tout à fait donc non modifiable, en tout cas pour l'instant. Et puis après, dans les autres facteurs de risque, on sait ce qui augmente le risque de maladie d'Alzheimer, c'est essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaire non pris en charge autour de la cinquantaine. Donc, c'est-à-dire que si on veut limiter le risque de maladie d'Alzheimer à 75 ans, c'est l'âge du diagnostic habituel, eh bien, il faut, à partir de 50 ans, faire attention au surpoids, au diabète, au cholestérol et peut-être surtout à l'hypertension artérielle. Donc, on sait aujourd'hui que si on est capable de maîtriser ces facteurs de risque vers 50 ans, entre 45 et 60 ans, eh bien, on est capable de diminuer le risque de maladie d'Alzheimer. Et c'est ce qui est en train de se voir d'ailleurs, puisque on voit que l'incidence des démences en général, de la maladie d'Alzheimer en particulier, a tendance à diminuer depuis qu'on prend en charge les facteurs de risque, en particulier l'hypertension artérielle. Donc, il y a l'alimentation équilibrée, il y a les contacts sociaux, il y a l'activité physique, mais il y a aussi le tabac, l'hypertension, le cholestérol et le diabète qui sont les facteurs les plus importants. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne justement sur une question qui va plus concerner peut-être l'AMS ou la SLA. On a une question qui a été posée plusieurs fois, notamment savoir s'il y avait des études qui ont été menées sur l'alimentation et notamment les antioxydants pour limiter tout ce qui était radicaux libres que vous avez mentionné à un moment. Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Je peux juste te répondre pour l'AMS. Il y a une étude qui a été faite en utilisant les effets antioxydants du thé vert. Qui n'avait pas montré d'effet significatif. Bon, ça n'a pas montré cet effet-là. Ça ne veut pas dire que prendre des antioxydants régulièrement, c'est pas bien. Enfin, en tout cas, l'étude qui a été faite, c'est parcellaire. Ça n'a pas montré d'effet significatif. Après, j'ai pas connaissance d'études. C'est difficile de voir les effets de l'alimentation sur une maladie rare parce qu'il faut un grand nombre de sujets. Donc, c'est difficile de conclure. Je ne sais pas si la SLR, tu peux dire quelque chose. Mais sur l'AMS, voilà, on ne peut pas en dire plus que ça. Ouais, pour la SLA, c'est un peu la même chose. Alors, il y a eu plein d'études. Hein. Il y a 15-20 ans, sur la SLA, on en a essayé plein. Il n'y en a aucun qui marche. Le stress oxydant, c'est plutôt la voie finale commune. Hein. C'est la fin de la cascade. Et donc, c'est probablement pour ça que ça marche pas, parce qu'on est trop à la fin de la cascade physiopathologique. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous reprendre le micro. Il y a une question un peu plus générale. Alors là, peut-être que ça concerne tout le monde, mais peut-être on peut demander en premier à Jean-Marc Oliveau de répondre. C'est concernant justement les bienfaits du sport. Est-ce que, en termes de prévention, on continue avec les questions sur la prévention? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des travaux justement sur le sport et prévention? Ça peut être du sport. Il faut faire du sport régulièrement, du sport aérobie, du sport anaérobie. On a longtemps pensé qu'il y avait un effet bénéfique, il fallait faire que du cardio, mais en fait c'est pas vrai. Il faut aussi faire de l'exercice physique de manière un peu plus intense. Ça marche sur tout. Vous perdez du poids, la tension baisse, vous pouvez manger plus, vous mangez mieux. Faites du sport et c'est pas parce que vous avez une maladie neurologique qu'il ne faut pas en faire. D'accord, merci. Et docteur Santas, vous aviez justement parlé du potentiel rôle de l'exercice dans la survenue de la SLA. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ce sujet? En fait, ça fait le lien avec l'histoire du stress oxydant, hein, dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, en fait, parmi les protéines qui s'agrègent, c'est en particulier SOD1, hein, celle qui est ciblée. Et SOD1, c'est la superoxyde dismutase, donc c'est une maladie du stress oxydant. Et donc on pense actuellement que probablement qu'une des raisons de l'accumulation de SOD1, c'est le fait que très tôt, encore une fois dans l'histoire de la maladie, au moins 30-40 ans avant, l'excès d'exercice va générer des malformations un peu de cette protéine qui s'agrège. Et donc c'est pour ça que là par contre c'est très clair. Il faut faire du sport, ça c'est très bien. Par contre, les hyperactifs, les gens qui font un travail manuel très intense et certains sportifs développent un peu plus de SLA que le reste de la population.
D'accord, merci. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière petite question, mais je vais vous garder au micro du coup, docteur Synthèse, si ça vous dérange pas. Il y avait une question concernant les thérapies ARN anti-sens. Pourquoi ça ne marche pas sur les SLA non génétiques? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. La preuve de principe est en train d'être faite sur les SLA génétiques. Parce que là, on sait très bien la ligne directe entre la formation. Et donc, actuellement, les essais sont en cours sur les formes non génétiques parce que c'est les mêmes protéines qui se déposent. D'accord. Donc les essais sont en cours. C'est en cours, très bien. Je vais vous reprendre le micro. Je vais remercier tous les intervenants pour leur participation, pour avoir pris le temps aujourd'hui. Voilà, je vous remercie tous pour d'être restés pour assister à cette conférence. Bonne soirée à tout le monde et j'espère à bientôt. Au revoir.